Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau voyage virtuel à destination cette fois de la Vendée. Alors vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre depuis le lancement de ces voyages virtuels. Vous êtes plus de 1100 à vous être inscrits en 10 jours et vous êtes ce soir plus de 115 à nous suivre en direct. C'est l'occasion pour moi de vous remercier de votre participation, de vous remercier chaleureusement de votre soutien qui nous est très précieux au cours de cette actualité, évidemment très compliquée pour notre activité de voyage. Alors, je suis heureux de vous proposer ce soir de voyager autrement, de voyager dans l'histoire, à la découverte de cette période de notre histoire de France méconnue et malheureusement souvent cachée. C'est en 2017, en visitant les Lucs-sur-Boulogne, que j'ai pris la mesure de cette histoire tragique et surtout de tout ce qu'elle nous enseigne pour nous aujourd'hui. Depuis lors, au Syndictus Voyage, nous organisons plusieurs fois par an des voyages cette fois bien réels à destination de la Vendée, à la découverte des guerres de Vendée, accompagné par Reynald Secher, historien et père du concept de mémoricide. Alors je suis heureux de l'accueillir ce soir, de lui donner l'occasion de nous accompagner au cours de ce voyage virtuel. Alors, je vais lui laisser la parole. Juste au préalable, sachez qu'au terme de ce voyage, vous aurez l'occasion de poser des questions en direct à Reynald Secher. Pour cela, vous disposez d'un petit module en bas de votre écran qui s'appelle Q&R. Et donc, vous pourrez poser vos questions et évidemment, Reynald se fera un plaisir de vous répondre. Alors, sans plus tarder, j'appelle du fin fond de la Vendée, j'appelle Reynald. Reynald, est-ce que tu m'entends? Bonjour Thierry, je t'entends très très bien. Eh bien voilà, je te laisse la parole. Bon voyage. Alors moi, je suis confiné à la frontière brito-française, juste sur la frontière, mais du côté breton. Et donc, je souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, on va aborder le problème de la Vendée, qui est un problème fondamental, effectivement, un problème fondamental au moment où ça s'est passé, l'action, mais aussi de nos jours, on verra la raison et pourquoi j'ai été obligé de créer ce concept de mémoricide. Alors, on va essayer d'aborder ce voyage
en jouant sur la chronologie, sur les événements et aussi sur l'espace. Alors avec Thierry, on va comme ça évoluer dans la carte et je vais vous raconter non pas une histoire, mais l'histoire de la Vendée à travers ce visage. Alors, d'abord, il faut toujours présenter ce qu'est l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, c'est une société millénaire qui a été fabriquée sous le règne de Charlemagne. Et en fait, c'est une société structurée au sommet de laquelle nous avons un monarque. Et en fait, depuis 496, c'est toujours la même famille qui règne en France, même si les dynasties ont évolué. Et depuis le 9e siècle, ce sont les Capétiens. Et sur le trône de France, nous avons un roi qui a une double facette. C'est un homme remarquablement intelligent, hein, vraiment remarquablement intelligent. Il a une vision très futuriste de l'histoire, de l'évolution de l'histoire, et notamment, il a compris que la valeur ajoutée se faisait par l'échange. Et pour contrôler cet échange, il va créer la première marine au monde, d'où le développement extraordinaire des grands ports à l'ouest de la France. Cet homme est une personnalité qui est à la fois forte dans les sciences, mais c'est un timide. Ce n'est pas réellement un homme d'État, d'où tout ce qui va se passer par la suite. Au-delà de la monarchie, la France, c'est un espace. C'est un royaume qui s'est constitué au fil du temps à partir d'alliances, à partir de guerres et à partir de divers contrats, comme par exemple des contrats de succession. Et ce royaume est important, mais a cette spécificité d'être divisé en provinces, et chaque province garde son identité particulière, ce qui nous donne aujourd'hui la Bretagne, la Corse, la Vendée militaire. Au-delà du territoire, c'est aussi un peuple. Les historiens se sont longuement battus pour savoir le nombre d'habitants qu'il y avait en France en 1789. Maintenant, il y a un consensus qui s'est fait sur 28 millions. 28 millions, ça veut dire que c'est le royaume d'Europe qui est le plus peuplé. Et l'Ouest est particulièrement peuplé puisque la future Vendée militaire, à elle seule, c'est 815 000 habitants. C'est une organisation sociale en 3 ordres, hiérarchisée, mais en même temps unifiée. Hein, il faut bien essayer de comprendre ces 2 dimensions. Et bien entendu, à partir du règne de Louis XVI, c'est une puissance économique. Et c'est une telle puissance économique que c'est devenu la première puissance économique européenne, ça veut dire mondiale, en 1789. À partir du XVIe siècle, il va y avoir une addition de confrontation au niveau philosophique, au niveau politique. Et en fait, ce débat, cette confrontation va aboutir au XVIIIe siècle à ce qu'on appelle les idées des Lumières, et notamment avec Jean-Jacques Rousseau, qui va imposer un certain nombre de principes, par exemple l'égalité, la liberté, la fraternité. Et ces idées vont se répandre au sein du grand public par l'intermédiaire de 2 grands réseaux, les salons, notamment féminins, et aussi, on en parle peu parce qu'on le maîtrise peu, ce domaine, c'est la franc-maçonnerie qui a ramifié en fait toute la France. Ce qui fait que à partir du début du règne de Louis XVI, 1774, il va y avoir à la fois une confrontation politique, économique, mais aussi sociale par rapport à ces 2 concepts, et ça va éclater. En fait, il va y avoir ce qu'on appelle une accélération de l'histoire avec les problèmes des revenus de l'État suite à la guerre
des États-Unis, la guerre d'indépendance, qui fait que le roi va être acculé, ce qu'ils ont déjà fait, hein, bien entendu, à réunir les États généraux. Cette image est très intéressante parce qu'on a l'impression d'être en Angleterre. C'est exactement le Parlement anglais à l'heure actuelle. C'est vraiment la vieille chambre d'Ancien Régime, hein. Et en fait, les gens se répartissent autour de la tribune et se font face. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les trois ordres vont se retrouver ensemble et en raison de tous les débats qui ont été maturés, véhiculés et qui ont évolué avec les Lumières, on va arriver à la conclusion que le système classique du rassemblement des États généraux ne peut pas marcher et qu'à une tête correspond une voix. Et donc, il va y avoir tout un débat qui va se terminer par une crispation politique et qui va générer en fait les États généraux qui vont être l'amorce de la crise politique, idéologique, économique et militaire. L'enchaînement des événements, on le connaît, c'est une addition d'événements forts qui vont commencer par un tohu-bohu en 1788, qui est un tohu-bohu provincial et qui petit à petit va se concentrer sur Paris et le premier effet de ça, c'est la Bastille. Alors on connaît tous la Bastille, mais ce n'est pas la Bastille proprement dit qui est important, c'est ce qui se passe à côté. Et il y a une violence inouïe qui fait que les gens vont rendre par peur tout leur pouvoir au roi. Si bien qu'à partir de l'affaire de la Bastille, le roi va être confronté directement au peuple. C'est comme si, de nos jours, le président de la République était confronté directement au peuple sans structure intermédiaire, c'est-à-dire le gouvernement, le Parlement et tous les corps intermédiaires. Si bien que le rapport va s'établir directement entre le roi et le peuple, et ça va se terminer par l'exécution du roi. Cette exécution, si tu peux revenir sur l'image, est extrêmement violente, parce qu'on ne tue pas seulement le roi, mais on tue le représentant de Dieu sur terre, et au-delà du symbole, c'est tout l'Ancien Régime, toute une perception philosophique de la politique qui est basculée, et puis bien entendu, on livre le pouvoir au peuple avec tout ce que cela veut dire de confrontation. Les événements vont faire que petit à petit, l'extrême gauche va s'emparer du pouvoir et veut créer, c'est de base, une révolution une et indivisible et universelle. Et là, on a deux stratégies pour créer l'universalité de la révolution. Soit on l'impose d'abord en France pour la répandre à l'extérieur, soit on la répand à l'extérieur pour mieux l'imposer en France. C'est la seconde solution qui va être retenue et la France va déclarer la guerre au monde, c'est-à-dire à l'Europe, et ça va se traduire pour la France par une addition de défaites, tant et si bien que le territoire national va être envahi, tant et si bien que la France va passer de l'offensive à la défensive. Et pour se défendre, on a besoin d'hommes. Et pour avoir des hommes, eh bien, on va créer ce qu'on appelle la conscription générale. Et c'est là où les choses vont se cristalliser parce qu'on va appeler sous les drapeaux, en fait, une addition de Français, c'est la loi Jourdan, la loi des 300 000 hommes. Alors, il y a une théorie et il y a une pratique. La théorie, c'est que théoriquement, il y a un tirage au sort. En fait, comme les maires qui représentent l'État vont vouloir utiliser leur pouvoir pour mieux s'implanter, ils vont envoyer sous les drapeaux leurs adversaires qu'ils ont présélectionnés. Tant et si bien que lorsque le conscrit est appelé sous les drapeaux, il va se poser trois questions. Et c'est ça, c'est le fondement
de la résistance à la Révolution française. Si je pars, qui va défendre ma famille, notamment contre l'arbitraire local, c'est-à-dire l'arbitraire du maire qui est un représentant de l'État, qui est nommé par l'État, qui est un exécutant de l'État. Ça n'a pas du tout, de nos jours, le maire n'a pas du tout le même rôle à jouer. Le maire représente avant tout la population locale. Deuxièmement, moi-même en tant que conscrit, je vais être chargé de pourchasser ceux qui font de la résistance à la Révolution. Puis troisièmement, je vais aller défendre aux frontières un système que je hais. Et donc, il y a un choix. Soit je deviens collaborateur, soit je rentre en résistance. Le premier à entrer en résistance ouvertement, c'est Jean Cottereau, dont on a le portrait là. La scène, elle est connue, elle se passe le 15 août 92, il dit non. Et en disant non, il bouscule l'ordre révolutionnaire. Ce non va être entendu par l'essentiel de la population française, tant et si bien que lorsqu'il y a la conscription en mars 1793, eh bien, une majorité de conscrits deviennent hors la loi. Devenir hors la loi, ça veut dire que vous sortez de la légalité et donc vous prenez le risque d'être traité que quelqu'un qui n'est plus défendu par la loi. Et cette conscription, c'est cette conscription qui a mis le feu aux poudres et qui a donné naissance à la résistance avec un certain nombre d'expressions, la chouannerie, que l'on retrouve à peu près dans toute la France. On considère à l'heure actuelle que 60 à 70% des Français ont dit non à la conscription, donc sont entrés en résistance. Et avec une spécificité qui est la Vendée. La Vendée, en fait, a trois spécificités. Alors, quand on parle de la Vendée, on peut imaginer que c'est le département de la Vendée dont on voit la carte sur l'écran. En fait, la Vendée dont je vais vous parler, c'est un territoire beaucoup plus vaste, puisque c'est un territoire à peu près de 10 000 kilomètres carrés qui part de Paimboeuf, si tu peux mettre ton signal, qui part de Paimboeuf et qui va aller sur toute la rive gauche de la Loire pour aller à l'est au Pont-de-Cé, c'est-à-dire à Angers, et au sud à Parthenay, c'est-à-dire au milieu des Deux-Sèvres, un peu plus bas à droite, et à l'ouest qui va aller jusqu'à Saint-Gilles et comment dire, légèrement plus bas que Saint-Gilles. En fait, la Vendée militaire, c'est 4 demi-départements. Au nord-ouest, vous avez la Loire inférieure, qui est devenue la Loire Atlantique de nos jours, qui est une région bretonne. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je me retrouve à l'est du Lorbeau-Trou, vous voyez. Ensuite, vous avez le sud-ouest du département du Maine-et-Loire, Saint-Florent-le-Viel, Maulévrier, Cholet. Le nord-ouest des Deux-Sèvres, avec des villes importantes comme Mauléon, Châtillon, Bressuire, Parthenay. Et à l'ouest, simplement, le nord de la Vendée militaire, avec entre autres les Herbiers, La Roche-sur-Yon, le nord de La Roche-sur-Yon et surtout, bien entendu, Challans, et pas loin de Challans, une commune dont on va parler tout à l'heure, les Lucs sur Boulogne. Donc, c'est un territoire important, constitué de 770 communes, 815 000 habitants. C'est un mouvement populaire, c'est-à-dire qu'il y a très peu de noblesse en Vendée, et la noblesse que nous avons est une noblesse d'armes. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Et c'est un mouvement réellement spontané. Hein. Donc, c'est un mouvement spontané, populaire et général. La Vendée va s'insurger très rapidement au début du mois de mars, suite à la conscription.
Alors souvent on dit que ça a commencé à Saint-Florent, le Robotro, etc. Chacun revendique le lieu d'insurrection. En fait, pas du tout. L'insurrection, je répète, a été générale car spontanée et personne s'est concerté. Ça s'est passé vraiment dans l'esprit individuel des gens. Lorsque la Vendée s'insurge, vous, et on est très surpris par ça, vous n'avez pas de réaction du pouvoir public. Je voudrais que tu reviennes sur la carte. Il n'y a pas de réaction des pouvoirs publics pour la simple raison, si on fait attention à cette carte, c'est parce qu'il n'y a pas de grande ville, de grande cité. En fait, c'est une région sans grande ville, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de lieu de concentration de militaires. Et s'il n'y a pas de lieu de concentration de militaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de répression, contrairement à ce qui se passe dans bon nombre de provinces en France, et notamment en Bretagne, où vous avez un maillage ténu de cités moyennes ou grandes. Et dans chaque cité, vous avez, n'oubliez pas que la Bretagne est indépendante jusqu'à 1532. Et d'ailleurs, la Bretagne devient française le 4 août 1789. Je le répète toujours, c'est très récent, hein. Et donc, dans chaque ville, comme Vannes, etc., vous avez des lieux de gendarmes qui immédiatement vont réagir et réprimer la population. Et c'est pour ça qu'on dit que la chouannerie est un mouvement essentiellement rural. En Vendée, on n'a pas du tout cela. C'est-à-dire que ce soit le bourg, le hameau ou la campagne, c'est tout le monde qui réagit spontanément et spontanément, on va demander aux représentants de l'État, c'est-à-dire le maire, le curé-jureur, les quelques militaires présents, de fuir, voire même on les massacre. Alors une fois qu'on a fait ça, il faut choisir ses chefs. Alors on a trois catégories de chefs. Alors là, nous avons, c'est un pays de bocage et ce bocage va jouer un rôle fondamental dans la suite des événements. Là, nous avons la reproduction d'un camp au milieu du bocage, le camp de Grala, et ça va être un paysage qui va être très, comment dire, riche en termes de production. Donc, les Vendéens ne mourront jamais de faim et aussi vont leur permettre de se protéger, de se cacher. Et bien entendu, pour les Bleus, comment dire, ça va être extrêmement difficile de rentrer dans cet espace. Alors, une fois qu'on a cerné les caractéristiques de la Vendée, il faut parler de l'aspect religieux. Alors, pourquoi ces gens disent non à la révolution? Ils disent non parce que la révolution va nier les droits fondamentaux des Vendéens. Et notamment, ils vont nier ce qu'on appelle la liberté de conscience. Les habitants de l'Ouest sont des gens profondément religieux. C'est un phénomène nouveau, c'est un phénomène général, et pour la Vendée militaire, pour l'essentiel, il est dû à un prêtre gallo. Il est né au nord de Rennes, c'est Saint-Louis-Marie de Grignon de Montfort, qui a été, comment dire, l'homme qui a mis en œuvre un certain nombre de moyens pour christianiser la population, le catéchisme généralisé, la formation des prêtres, le chant, les pèlerinages, etc., et qui est mort à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et nous voyons ici sa tombe. Et lors du voyage que nous faisons d'ailleurs avec Ictus, on termine toujours sur sa tombe. Et il est mort au début du XVIIIe siècle, en 1716, mais il a profondément marqué la population et il a donné naissance à un certain nombre d'ordres qui ont joué un très grand rôle, notamment les Mulotins. D'où d'ailleurs le symbole des Vendéens, qui est le Sacré-Cœur, qui a été vulgarisé par Marguerite Marie Alacoque. Et c'est le hasard qui fait que
les Visitantines de Nantes au début de l'insurrection pour demander aux Vendéens de ne pas oublier Dieu, vont leur donner massivement des lots de Sacré-Cœur et c'est devenu le symbole de la résistance individuelle et collective des Vendéens. Et cet esprit chrétien explique que en permanence, les Vendéens vont refuser de massacrer l'adversaire, y compris les prisonniers, y compris lorsqu'ils ont été particulièrement odieux dans leur acte. Et on a l'exemple ô combien célèbre du parterre des Vendéens, lorsque Delbé va faire réciter aux Vendéens le Notre Père, parce que ces Vendéens voulaient massacrer, et on les comprend, hein, les prisonniers de la guerre. D'ailleurs, ils sont dans la tradition militaire du XVIIIe siècle, il ne faut pas l'oublier, et il va leur faire réciter le Notre Père, et lorsque, à la fin, il va leur demander de s'arrêter en leur disant que si ils massacrent les Vendéens, plus jamais ils pourront réciter cette prière et donc le ciel leur sera interdit. Et ce pater est important de Chemillé. Il y en a eu d'autres, on va en parler un peu plus tard, ce pardon incroyable de Bonchamp. La guerre de Vendée est avant tout une guerre civile, c'est une guerre franco-française. Elle n'est pas spécifique à la Vendée, on la retrouve sur l'ensemble du territoire. Je vous ai dit tout à l'heure que 70% des conscrits ont refusé la conscription. En refusant la conscription, ils deviennent hors la loi. Donc, ils rentrent dans la résistance. Et partout, on a donc la chouannerie. C'est une guerre d'homme à homme, de région par rapport à l'État central. Donc la guerre de Vendée est avant tout une guerre civile. Cette guerre civile, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, très vite, elle va être réfléchie par les Vendéens. Et c'est pour ça que très vite, ils vont se poser notamment les problèmes des chefs. Alors, qui choisir comme chef? Alors, selon les lieux, on va avoir des réactions différentes. Le chef le plus connu est bien entendu Catolino. Catolino est un paysan roulier. Ce n'est pas du tout un homme d'armes, mais il a trois caractéristiques. Premièrement, c'est un noble qui connaît bien le pays, bien l'environnement et qui connaît parfaitement ses futurs sous-cadres et cadres et qui connaît bien entendu sa population. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le peuple qui va aller vers lui parce qu'il le voit comme un chef naturel. Et c'est sa deuxième spécificité, c'est un chef naturel, on dirait maintenant un leader. Et il va s'imposer naturellement au Penmoge, mais aussi dans tout le pays. Et c'est pour cette raison qu'il va s'imposer comme premier généralissime de l'armée catholique et royale. Et la troisième spécificité, c'est un homme remarquablement intelligent. Deuxième catégorie de chef, c'est le militaire, l'homme d'armes comme on l'appelle. Il n'y en a pas beaucoup en Vendée, mais ils ont deux spécificités. La première spécificité, c'est qu'ils sont proches du peuple. Ils ne sont pas distants, ce ne sont pas des aristocrates. Et la deuxième spécificité, ce sont des gendarmes qui ont déjà œuvré, notamment un certain nombre d'entre eux ont œuvré en Amérique pour la guerre d'indépendance. D'ailleurs, je vous conseille de lire le livre remarquable de Philippe de Villiers sur Charette. Il a beaucoup travaillé cette question. D'ailleurs, c'est le premier à l'avoir fait. Il faut vraiment lire cet ouvrage. Ces chefs ont tous unanimement refusé de se mettre spontanément à la tête des habitants insurgés. Pourquoi? Parce que justement, ce sont des gendarmes. Et ils savent parfaitement que l'armée française est une armée puissante,
bien instruits. On parle de première armée mondiale à l'époque. Deuxième homme de cette trempe, qui est à la fois un noble et un militaire, c'est bien entendu Laroche-Jacquelin qui va jouer un très grand rôle par la suite. Donc, une fois qu'on s'est choisi ses chefs, spontanément, on va s'organiser. Et la base de l'organisation, c'est le Vendéen. Le Vendéen, il ne faut pas l'oublier, c'est un homme du terroir, c'est un homme qui sait se servir des armes. Et je suis bien placé pour le servir, pour le dire, parce que dès l'enfance, on braconnait. Et tout le monde avait une fronde. On ne parle jamais du rôle de la fronde durant les premiers moments de la guerre. Et puis, on a des fusils et puis tout ce qu'il faut pour ce qu'on appelle la braconne. Bien entendu, en raison de l'insurrection générale, on n'a pas suffisamment d'armes et c'est pour ça que les premières armes que les Vendéens vont utiliser sont les outils, les instruments agraires et notamment ce qu'on appelle la faux retournée qui est une arme redoutable hein, parce qu'un fusil tire un coup et lorsque le paysan arrive avec sa faux retournée, eh bien, il est beaucoup plus fort que le soldat qui a un sabre ou une épée, ne serait-ce que pour une raison de distance entre les deux œuvres. Et donc, bien entendu, il tue facilement son adversaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'insurge, mouvement populaire, on résiste aux perquisitions, on renvoie les soldats. Ensuite, on va s'organiser par village. On va monter tout un système pour prévenir lorsque les pleux arrivent. Et c'est là où, entre autres, les moulins vont jouer un très grand rôle. Alors, on parle toujours de génie d'invention des Vendéens. Pas du tout. Ils n'ont fait qu'adopter un code déjà existant et l'adapter à la situation. Alors, on ne va pas rentrer pour des raisons de temps dans la signalétique et dans les différentes méthodes qui ont été utilisées pour utiliser justement les ailes de moulin. On va utiliser le cri du chaouan, mais on va utiliser aussi les enfants, etc., etc. Donc, un certain nombre de moyens. Et une fois qu'on a organisé la cellule villageoise, on va organiser ce qu'on appelle le pays. Et puis ensuite, on va organiser l'espace, d'où la création d'une armée, en fait de 3 armées, d'où la création de la grande armée catholique et royale. Et très tôt, en fait, eh bien, les armées bleues et l'armée vendéenne vont être relativement équilibrées. Alors, une fois qu'on a armé la population, qu'on l'a formée, qu'on a défini l'adversaire, on a défini une stratégie. On a un espace qu'on vous a montré tout à l'heure, qui est le sud de la Loire, la Vendée militaire, mais en même temps, on se dit que l'union faisant la force, si on pouvait faire en sorte que la Bretagne, rive droite, la Normandie et le Maine, rive droite, basculent du côté vendéen, tout l'ouest s'insurgeant, c'est un contre-pouvoir énorme, d'autant plus qu'à l'est arrivent les armées alliées. Mais pour conquérir la rive droite, il faut franchir la Loire. Et la Loire est un obstacle énorme, infranchissable. Il n'y a pas de pont et le fleuve est un fleuve à lit plat. Et donc, vous connaissez tous le fleuve à l'heure actuelle qui fait en moyenne 500 mètres. À l'époque, il pouvait faire 10 km parce que de chaque côté du lit plat, vous avez une addition de marécages. Et donc, pour essayer de traverser la Loire, eh bien, il faut prendre une ville. Et la ville, la seule à prendre, c'est Nantes. Alors, Nantes, on va l'attaquer. Je voudrais que tu reviennes sur l'image précédente. On va l'attaquer en la ceinturant. Catholineau a très bien conçu le plan d'attaque de Nantes
Et Nantes est gérée à l'époque par un maire qui n'est pas un grand militant, qui s'appelle Bacot Lachapelle et qui, lui, ne pense qu'à fuir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Et Catilino avait prévu cette fuite et avait demandé qu'on libère la route qui allait sur Vannes de manière à ce que les officiels fuient. Et en fait, Talmont va pas exécuter l'ordre et va barrer cette route, si bien que Bacot de la Chapelle va se heurter à cette barrière et va revenir au sein de la ville, et puis là, il va organiser la résistance. Théoriquement, Nantes devait tomber, d'autant plus qu'on considère à l'heure actuelle que majoritairement, la population nantaise était favorable à la Vendée. Le hasard d'une balle va faire que le généralissime, c'est-à-dire Catolino, va être mortellement blessé. Et on va le retirer du champ de bataille et en fait, c'est toute l'armée qui va suivre. À partir de cette défaite, plus jamais on ne retentera de réunifier la Bretagne avec la Vendée militaire. C'est la fin de l'espérance de l'unification. À partir de cette date, il y a deux histoires parallèles qui vont se mettre en marche. L'histoire de la Vendée militaire n'est pas du tout l'histoire qui est façonnée par le pouvoir central. Les Vendéens, eux, vont toujours se considérer en guerre civile. En fait, jusqu'en 1985, les Vendéens ont toujours considéré qu'il y avait une guerre franco-française. En fait, au niveau central, on en a décidé tout autrement. Et l'idée, elle est née dans le cerveau de Robespierre. Cette idée, elle est énoncée le premier jour de la présence de Robespierre au sein du comité de salut public, c'est-à-dire le 26 juillet 1793. Alors vous me direz, mais Maximilien de Robespierre n'a été élu que le 27 juillet. Oui, c'est vrai, mais il est présent le 26. Et Maximilien de Robespierre va imaginer mettre en œuvre un système d'extermination et d'anéantissement de la Vendée. Et ils vont imaginer un système de surcroît légal. Et ça, c'est important. Alors, à l'heure actuelle, vous avez deux débats sur cette question. Moi, je considère personnellement que la politique d'extermination se met en œuvre le jour même de la conception. Et mon ami Villemain considère que c'est l'acte qui est le plus important, et donc ça ne commence qu'à Turot, même s'il parle de zones grises. On va retenir mon schéma. Et lui, il va faire voter 3 lois qui sont des lois qui vont changer la nature des événements. Nous sommes toujours officiellement en guerre civile, mais en fait, on passe à une guerre, à un système d'extermination. Ce système d'extermination va se mettre en œuvre par l'intermédiaire de 4 plans. 3 plans ont été conçus par les membres du comité de salut public et un plan par un militaire qui est Turot. Le premier plan date du 1er août 1793. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les Vendéens ont senti que la nature de la guerre changeait, et c'est pour ça qu'ils vont vouloir franchir la Loire le 17, 18, 19 octobre à Saint-Florent-le-Vieil, ce qui va donner naissance à la virée de Galerne. À Saint-Florent-le-Vieil, il va se passer 2 événements majeurs. Le premier événement, il est dû à cette idée qu'on traverse massivement la Loire et on va errer comme ça pendant 100 jours pour essayer de gagner un port, et puis on ne va pas réussir à le prendre, et puis cette histoire va se terminer par une extermination à Savenay. Le deuxième événement qui est capital, c'est ce qu'on appelle la grâce de Bonchamp.
il y a 5000 bleus de prisonniers qui sont des criminels contre l'humanité. Et le droit de la guerre, comme le rappelle Villemain, prévoit dans ces circonstances qu'ils n'ont même pas le droit au procès et qu'ils doivent être exécutés. Et Bonchamp, parce qu'il est chrétien, c'est ce que nous avons tout à l'heure, va demander deux choses. Un, qu'on les gracie, c'est-à-dire qu'on ne les exécute pas, et qu'on les libère. C'est fondamental, cette histoire. Ça s'est passé exactement au sein de la basilique que vous voyez au sommet, et au sein de cette basilique que nous visitons lorsque nous faisons notre voyage, nous avons un monument qui représente Bonchamp et qui s'intitule La grâce de Bonchamp, un monument extraordinaire d'une beauté infinie. Ce premier plan va consister, c'est important, à importer de l'Est de la France l'armée et de tomber en masse sur les Vendéens. Et en fait, ça va se terminer à Savenay, si on peut revenir sur la carte, où les Vendéens vont être à l'ouest de Blain, massivement massacrés entre le 19 et le 25 décembre 1793. C'en est fini de la virée de Galerne, c'en est fini des Vendéens qui ont traversé la Loire. Reste le problème des habitants au sud de la Loire, si on peut revenir à la carte de la Vendée militaire, parce que, en fait, ces Vendéens sont toujours insurgés. Et non seulement ils sont toujours insurgés, mais ils deviennent de plus en plus résistants parce qu'ils ont appris les techniques, etc. Et ils se sont organisés. Et pour ce faire, on va solliciter un général pour qu'il mette en œuvre un plan d'extermination. Ce plan, il va le concevoir les 12, le rédiger le 17 et le reproposer au comité de salut public le 24 janvier 1794. Ce plan a été conçu par un grand militaire. On a toujours tendance à considérer que Turreau comme un petit militaire. Non, non, c'est un grand stratège, mais c'est un homme qui ne se pose pas de questions humanitaires. C'est un soldat, il a reçu un ordre, eh bien, il doit l'exécuter. Et il va concevoir un plan d'extermination basé sur 3 structures. Une première structure qu'on a relativement peu traitée, c'est la flottille sur la Loire. Cette flottille a été conçue par le général Bessères en avril 1793 et elle avait comme objet d'empêcher les Vendéens d'aller au nord de la Vendée militaire, c'est-à-dire de traverser la Loire, et les Bretons d'aller au sud de la Loire, de la rivière droite. Deuxième structure, ce qu'on appelle les colonnes infernales, qui ont un premier plan pour traverser la Vendée militaire et qui, à partir du début février 1794, vont être livrées à elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est chaque général de colonne, on parle de 12 colonnes, en fait il y en a 23, qui va en fait faire ce qu'il entend. Et puis, troisième structure, c'est ce qu'on appelle le comité de subsistance, qui a une double mission, un, de piller le pays, et deuxièmement, mener la politique de terre brûlée telle que représente cette image. Alors, en fait, tous les moyens sont bons pour exterminer la population. La cible, elle est très claire. Il faut d'abord exterminer la femme, sillon reproducteur, et l'enfant. Et donc, c'est une addition de massacres. Et le massacre le plus célèbre, le plus connu
de nos jours, grâce, je le rappelle toujours, à Philippe de Villiers, qui pour le bicentenaire a concentré la commémoration sur les Luxes au Boulogne, donc les massacres du Luxe au Boulogne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le 28 février 1794, une colonne, la colonne Le Cordelier, va débarquer au Petit Luc. Et là, il y a de concentré au sein de l'église des Petits Lucs des centaines d'habitants. Et en fait, le prêtre réfractaire va se proposer en holocauste, il va être martyrisé, demandant au moins la grâce pour ses habitants. Et en fait, les habitants vont se réfugier au sein de cette église que les Bleus vont fermer après l'avoir bourrée de matière inflammable, après y avoir mis le feu et en la canonnant à partir d'un canon situé d'1 kilomètre. Et en fait, ces gens vont brûler vifs dans cette église 564 habitants. Et nous avons la liste intégrale, moins quelques-uns parce qu'il y a un feuillet de registre qui a disparu, grâce au prêtre réfractaire de la paroisse voisine, le Grand-Luc, l'abbé Barbedette, qui a enregistré systématiquement les noms des habitants massacrés. Et dans l'église que nous visitons lors du voyage, eh bien, toute l'histoire de l'abbé Barbedette et de l'abbé Voineau, qui est le prêtre réfractaire des Petits Lucs, est racontée à travers les vitraux et notamment ce grand vitrail, si tu pouvais nous le mettre, qui est un vitrail extraordinaire. Tout y est. Hein. Vous avez la chapelle en flammes. D'ailleurs, vous remarquerez que la tradition populaire ne s'y est pas trompée. Hein. Sont massacrés, comme on le voit, principalement les femmes, les vieillards et les enfants. Et d'ailleurs, dans un coin, nous avons, parce que le village a été trahi, la silhouette du traître. C'est, à l'heure actuelle, le lieu le plus connu, le plus symbolique, grâce à Philippe de Villiers, de ce troisième plan d'extermination. Ce massacre a été général, on le retrouve un peu partout. On a l'exemple là à la chapelle Basse-Mère, grâce au prêtre réfractaire Pierre-Marie Robin, qui a lui aussi enregistré scrupuleusement la liste des victimes et son registre paroissial a été retrouvé par moi-même d'ailleurs au sein de la mairie de la chapelle Basse-Mère il y a une trentaine d'années. C'est exactement la même chose qui s'est passée au Luxe au Boulogne, hein, c'est-à-dire qu'on a enfermé entre autres les gens dans les lieux religieux et on les a brûlés vifs. Et puis, bien entendu, tous les moyens sont bons et les moyens d'extermination qui est passé dans l'imaginaire collectif comme étant le moyen principal, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, ce sont les fameuses noyades. On parle des noyades de Carrier. Alors, les noyades de Carrier sont les plus connues parce que c'est les plus visibles. On parle de 5 000, 6 000, 7 000 victimes noyées. Mais en fait, on noie partout. Dès qu'il y a une source d'eau, on noie les gens. Alors, quel est le bilan le quatrième plan d'extermination va suivre celui de Turot. Il va être enclenché le 13 mai 1794, au moment du rappel de Turot à Paris, et il va s'achever pour moi le 2 décembre 1794 avec le début, la mise en œuvre de ce qu'on appelle la pacification. Et on va signer un traité par la suite. Alors, quel est le bilan de cela? Au minimum, à l'heure actuelle, et c'est un minimum
on ne peut plus aller en dessous, 117 000 habitants sur 815 000. Ça peut être 200 000, ça peut être 300 000. À l'heure actuelle, nous n'avons pas les moyens techniques pour le dire. Ce qu'on peut faire, c'est effectivement des sondages. Et grâce aux registres de paroisse, on a cité les registres de paroisse de l'abbé Barbedette que nous avons vus au Luc-sur-Boulogne, ou celui de l'abbé Robin, le recteur Pierre-Marie Robin à la chapelle Basse-Mère. Mais en fait, il y a à peu près 110 registres clandestins. Et grâce à ces 110 registres clandestins, nous avons une vision assez précise, la matérialisation de la politique d'extermination de l'État central. Alors, la mémoire de tout cela. La mémoire de tout ça, elle a été matérialisée dans la pierre et un certain nombre de lieux que nous visitons lors de ce voyage, sont visibles de nos jours. Et là, au Luc-sur-Boulogne, je recite de nouveau Philippe de Villiers parce que c'est lui qui est à l'origine de cela, puisqu'il a fait des Luc-sur-Boulogne un symbole. Là, nous avons l'historial, le mémorial, ce sont deux choses différentes. La réhabilitation, la restauration de la petite église du Petit Luc, hein, qui à l'heure actuelle est sur la commune des Lucs sur Boulogne. Je vous conseille de visiter ces lieux et donc de venir avec nous lors de ce voyage parce que c'est extrêmement poignant. Philippe a bien conçu cela. Vous savez, lorsqu'on sort de cela, on peut être qu'être bouleversé, pleurer sur ce crime d'État. Donc, des mémoriaux et au-delà de ces mémoriaux, des lieux de mémoire comme la Chaboterie, là aussi toujours restaurée par Philippe de Villiers, qui a mené vraiment une très grande politique en Vendée. Et c'est un lieu emblématique de la Vendée militaire puisque c'est là où a été arrêté Charette par le général Travaux. Puis on connaît ensuite… Et puis après, la construction de nouveaux lieux plus récents, le mémorial du génocide de la chapelle Basse-Mère. On reste 2 heures quand on fait ce voyage-là. Ça s'est fait à la chapelle Basse-Mère à partir d'une ruine. Cette ruine est intéressante d'ailleurs parce que c'est la première église du village qui date du XIe siècle. Et en fait, elle est devenue chapelle secondaire. Et à l'intérieur de cette église, selon la tradition populaire, ont été brûlés comme au Luc-sur-Boulogne, mais moins important, 80 habitants. Et d'ailleurs, on retrouve les traces de l'incendie dans cette église. Et avec un groupe de jeunes, eh bien, on a décidé de construire un mémorial à partir de 3 ensembles. À gauche, le lieu religieux, c'est-à-dire l'église. À droite, le mémorial proprement dit, et au centre, un cloître qui permet en fait d'unir les 2 espaces, mais qui est aussi un espace de réflexion et de méditation. Et puis, au-delà de ces lieux construits, reconstruits, restaurés, vous avez des spectacles, ce spectacle extraordinaire qui est la Cinécénie, là encore créée par Philippe de Villiers, qui laisse une place importante à l'extermination et à l'anéantissement de la Vendée. C'est un spectacle dont vous ne sortez pas indemne. Moi j'ai vu énormément de gens pleurer au moment truc. Et puis à l'intérieur de cet espace, vous avez le parc du Puy du Fou et avec un espace consacré à un spectacle extraordinaire qui est le dernier panache. Tout ça, on le visite lors du voyage en Vendée. Le dernier panache, Philippe a eu l'audace de mettre en avant tous les textes. C'est d'une violence incroyable. Et là aussi, on ne sort pas indemne. Et là, on se laisse quand je vois ces images, je suis toujours
conseil à donner quand vous venez avec nous, c'est ce que je dis toujours, retournez voir ce spectacle 2 ou 3 fois pour bien le comprendre tellement il est d'une richesse infinie. Puis bien entendu, un certain nombre d'écrits, on pourrait en citer des dizaines d'écrits avec des associations comme le Souvenir Vendéen qui a fait un travail extraordinaire de collectage, etc. Avec comment dire, la publication régulière d'articles à travers une revue que je vous conseille de vous y abonner. Vous avez comment dire, d'autres associations qui œuvrent aussi dans ce sens-là, adhérer à ces associations parce que, et puis bien entendu, la vulgarisation de l'histoire à travers des films comme celui de Rabourdin ou la bande dessinée qui a eu un succès extraordinaire, populaire. Donc ce voyage, vous voyez, est un voyage d'une très grande richesse. Effectivement, on peut méditer ce qu'a dit pour le bicentenaire Alexandre Solzhenitsyn. Je ne commande pas, je prends le temps de vous laisser le lire. Voilà. Un grand merci, Reynald, pour ce récit passionnant, émouvant, pour avoir visité les Luxembourg-Boulogne. Je partage tout à fait ce que tu as dit. On sent une grande émotion. Pour moi, c'était une découverte de cette partie de notre histoire de France et je vous invite évidemment à approfondir ce sujet. Alors, je vous propose qu'on prenne maintenant 10 minutes, un quart d'heure, en fonction du nombre de questions, qu'on prenne un temps pour que Reynald puisse répondre à vos questions. Vous avez un module en bas de votre écran qui s'appelle Q&R et qui vous permet de poser en direct vos questions. Alors, je vois que ça commence à arriver. Une question de Frédéric Ponce, que je salue au passage. Les Anglais ou d'autres étrangers ont-ils aidé d'une façon ou d'une autre les Vendéens et les Chouans? Alors, c'est une question importante. Il faut comprendre en fait, on n'est pas dans le monde de la communication comme nous le connaissons à l'heure actuelle. L'information passe très, très, très difficilement. Et d'ailleurs, je rappelle que nous sommes dans une société classique et qu'on ne peut pas imaginer l'inimaginable, l'indicible. Et d'ailleurs, lorsque les rois de France vont revenir sur le trône de France, lorsqu'on leur raconte la réalité des événements qui se sont passés en Vendée, et comment dire, ils l'ont pas compris parce que on peut pas comprendre ça. Souvenez-vous de la stupeur des hommes politiques, des religieux, etc., lorsqu'ils vont découvrir le génocide des Juifs, des catholiques, etc., à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose d'impensable. D'où d'ailleurs le problème du mot. Vous voyez, c'est parce que c'est indicible, c'est impensable que lorsque Gracchus Babeuf, qui est le premier à réfléchir sur la nature de la répression en Vendée, cherche en vain un mot et qui va être obligé de créer le néologisme populicide. De même que lorsqu'il y a le génocide des Arméniens commis par les Turcs, le consul Davis n'a pas de mot. Donc, il va rester à des phrases, mais qui ne vont pas avoir d'impact. D'où le rôle fondamental qu'a joué comment dire, le juriste, excusez-moi, je n'ai pas le mot, je le retrouve son nom tout à l'heure, en 1943, lorsqu'il va créer le concept de génocide. Ce n'était pas forcément un bon mot, mais en tout cas, grâce à la définition de ce mot, eh bien, on va pouvoir commencer à comprendre ce que la nature profonde de ce qui s'est passé. D'où rétroactivement, à la suite
comment dire, de la découverte de la nature des crimes commis par les nazis, mais aussi les soviétiques, etc., rétroactivement, on va pouvoir qualifier les crimes commis par les Turcs et puis après par les révolutionnaires. Une autre Et les question. Anglais, pour répondre à cette question, comment dire, ne sont pas intervenus dans un premier temps. Je rappelle toujours, on est en conflit avec les Anglais, hein, et ils ont payé le début de la Révolution, hein. Après, lorsqu'ils vont comprendre que la Révolution française risque de déstabiliser l'Europe et bien entendu le monde, c'est là où ils vont financer un certain nombre de campagnes, notamment le débarquement de Quiberon. Mais il est trop tard. Question très intéressante. Y a-t-il eu des tractations diplomatiques entre le pouvoir parisien et les chefs vendéens avant le lancement de l'extermination? Non, 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 parce que très vite, on est arrivé à cette idée que la révolution devait être totale. Et donc, comme on ne pouvait pas faire en sorte que les contre-révolutionnaires évoluent, on décide leur extermination. Et je répète toujours, la Vendée est un laboratoire. C'est-à-dire que si, Solzhenitsyn l'a très bien vu cela, si la Vendée avait été exterminée et que le pouvoir avait été conservé par les mêmes leaders, on aurait généralisé l'extermination. On a des écrits extrêmement précis en la matière. D'ailleurs, la deuxième province qui était prévue, c'était la Bretagne. Une question de Jean-Guy Habibi. Quel est selon vous le chef vendéen le plus emblématique et pourquoi? C'est difficile de répondre à cette question. Moi, je vis par exemple dans le pays de Catolino. Catolino est localement le chef le plus emblématique, quoi. Si on va dans le comment dire, à Chaland, etc., c'est Charette. Celui qui, à mon avis, a eu la meilleure approche de la guerre de Vendée, c'est d'une part Catolino, mais malheureusement il n'a pas vécu, et Charette. Hein. Charette, il avait vraiment une conception stratégique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il refuse d'aller sur la rive droite. Et il avait raison en cela. Question de Michel Antoine. Vous avez évoqué dans l'historique la notion de Vendée militaire. Ce concept a-t-il été inventé après coup ou dès la création du mouvement? Mais comment était structuré ce mouvement? Alors, il faut savoir qu'à l'origine, le département qui est devenu la Vendée devait s'appeler le département des Deux Laits, du nom des deux rivières. Lorsque la proposition a été faite au sein de l'Assemblée nationale, on a rigolé parce que les représentants vendéens ne se caractérisaient pas par leurs traits d'une beauté exceptionnelle, vous voyez. Et on a essayé de trouver un autre nom, et d'où la deuxième voie qui a été le département Vendée. Imaginez la guerre des Deux Laits, ça n'avait pas la même signification que la guerre de Vendée. En fait, pourquoi cette guerre s'est appelée Vendée? C'est uniquement parce que la première défaite notoire des Bleus, celle du général Marcet, a été due aux Vendéens. Et en fait, ce sont les Républicains qui ont créé ce concept de Vendée qui a été après popularisé et repris par les Vendéens. Ce concept est né au sein de l'Assemblée nationale. La terminologie Vendée militaire est une terminologie plus tardive. On parlait à l'époque de Vendée, hein, que ce soit le sud de la Loire, les Mauges, etc. On parlait de Vendée. Le concept de Vendée militaire, j'ai l'impression qu'il vient, comment dire, qu'il a été vulgarisé en tout cas sous Louis XVIII. Et d'ailleurs, Louis XVIII, il faut le savoir, avait prévu, j'ai eu la carte originale entre les mains, de créer un département spécifique de la Vendée qui ne recouvrait pas le département actuel, mais recouvrait l'espace de la Vendée militaire. Une question rénale de la famille Crépin. D'abord, merci pour cette conférence passionnante. Vous avez parlé de mémoricide, question très intéressante. Vous avez parlé de mémoricide au début de votre intervention. Pouvez-vous développer? Alors, là encore, c'est le même constat qu'a fait Babeuf, Davis
Et je ne retrouve pas le nom du jury, c'est incroyable, qui a créé le concept de génocide. Je suis désolé s'il y a un auditeur qui peut me donner son nom. C'est incroyable. Et il n'y a pas de mots. Bien. Donc, on ne peut pas qualifier un acte s'il n'y a pas de mots. Le problème qu'ils ont rencontré, c'est sur l'événement lui-même. Par contre, moi, je me suis heurté à un autre problème, celui de la mémoire. Et je constatais, quand j'ai commencé ma thèse, qu'aux yeux de l'opinion publique, y compris en Vendée d'ailleurs, aux yeux des politiques, des médias, de l'enseignement, les bourreaux étaient les Vendéens et les victimes étaient les Bleus. Et d'ailleurs, si on va à l'extérieur de la Vendée, on rend hommage aux bourreaux qui ont commis les crimes en Vendée. Et d'ailleurs, y compris en Vendée, on a tout de même des noms de rues ou de lieux dédiés aux bourreaux. Et donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi, au fil du temps, il y avait une inversion de l'histoire. Est-ce que c'était une évolution naturelle ou quelque chose qui avait été programmé? Et si ça avait été programmé, à quel moment elle a été ancrée? Et je suis en fait remonté dans le temps. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la grâce de Bonchamp. En fait, tout commence là. Lorsque Bonchamp gracie les Vendéens et les libère, lorsque la nouvelle arrive à Paris, les révolutionnaires se trouvent désarmés par rapport à cette situation. Comment exiger des soldats la continuation du plan d'extermination et d'anéantissement alors que les victimes, lorsqu'ils les font prisonniers, les gracient et les libèrent? C'est impossible. Donc, on va faire deux choses. La première chose que l'on va faire, on va demander aux prisonniers de mentir, c'est-à-dire de ne pas dire qu'ils ont été graciés et libérés par les Vendéens, mais qu'ils ont été libérés par les Bleus. Et après, ils vont dire qu'ils ont été maltraités, etc. Et la deuxième chose qu'on va leur demander, c'est de réparer le crime qu'ils ont commis d'avoir accepté leur libération des Vendéens. Et on va leur demander de ceinturer le pays et de faire prisonniers tous les gens qui ont participé à cette grâce, mais aussi tous les témoins oculaires. Et nous visitons, lorsqu'on fait ce voyage, la basilique du Marillet, et on a un vitrail qui représente cela. Et en fait, on va créer au pied du Marillet de Saint-Florent-le-Viel le premier camp de concentration et d'extermination. C'est-à-dire qu'on va rassembler les Vendéens dont le crime a été de gracier et de libérer les Bleus par les bénéficiaires eux-mêmes, on va les concentrer pour les exterminer. Et c'est là que commence le crime de mémoricide qui va être relayé jusqu'à nos jours. Alors, beaucoup de personnes qui nous suivent, Rénal, te donnent la réponse. L'inventeur, si je puis dire, du concept de génocide, c'est Raphaël Lemkin. Oh, pardon, alors là, je vous présente mes excuses. Je ne connais que lui, mais vous voyez, c'est comme ça. Bon. Alors, Raphaël Lemkin, c'est un juriste, un polonais, qui a exactement les mêmes problématiques de fond que Gracchus Babeuf et Davis. Lui, il veut dénoncer les crimes commis par les soviétiques, crimes d'extermination, d'anéantissement, etc., et les crimes commis par les nazis. Et il lui manque le mot. Et si les Français avaient conservé dans leur lexique le mot populicide, c'est sans aucun doute ce mot qu'il aurait tenu, parce que c'est le meilleur mot qui soit, vous voyez, au niveau des racines, etc. Et bon, ça donnait le mot génocide, et puis après, il a fallu le définir, etc. Encore deux questions, Reynald. Une question de Nicole Bis.
la Roche-Jacquelin est-il de Talmont? Sinon, de quelle région? J'ai pas entendu. La Roche-Jacquelin est-il de Talmont? Sinon, de quelle région est-il? Je ne sais pas d'où il est originaire. Je ne peux pas vous répondre à ça. D'accord. C'est Alors, des dates. dernière question, malheureusement. Question de Marie de Colbert. Qu'est-ce qui a marqué la fin de ces événements? Est-ce un événement particulier? C'est une question intéressante. En fait, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça sera fini lorsque l'État français reconnaîtra le crime de génocide. Je rappelle toujours qu'il y a des députés qui, à chaque législature, demandent la reconnaissance de l'extermination, on peut l'appeler génocide, ce que vous voulez, par l'État français. Je pense que cette histoire ne peut se terminer que par le fait que l'État dise enfin la vérité. Et en fait, à ce moment-là, on pourra réconcilier ce que Jean de Vigry appelait les deux France. Un grand merci, Reynald. Nous sommes Merci à vous et arrivés. merci, si je me peux me permettre, Thierry, pour vos voyages qui sont vraiment des voyages extraordinaires. Et je remercie tous les gens qui m'ont accompagné à travers ces voyages. Ça dure 3 jours, c'est des 4 jours en fait, c'est étalé sur 4 jours. Et pendant 4 jours, eh bien, on fait qu'échanger, parler dans le cas grâce un charisme qui est très participatif et qui nous emmène dans des lieux incroyables et que je salue ici. Un grand merci, Reynald. Oui, ces voyages que nous organisons depuis 4 ans sont riches et émouvants. J'en suis le témoin privilégié. J'espère que cela vous a donné un meilleur aperçu de cette période de notre histoire de France. Alors, si vous souhaitez poursuivre et faire cette fois un vrai voyage réel, sachez que Reynald accompagne 3 prochains voyages en Vendée, autour des guerres de Vendée, du 2 au 5 juillet prochain. Nous savons depuis hier soir que nous serons déconfinés. Du 27 au 30 août, en partenariat avec l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, et du 3 au 9 septembre 2020. Voilà, je vous donne également rendez-vous pour nos prochains voyages virtuels. Encore une fois, votre soutien nous est précieux en ce moment. Vous avez dès demain 2 magnifiques voyages. Un voyage en Algérie, terre de passion, avec Frédéric Pons. Nous aurons également une petite surprise au cours de ce voyage demain. Donc demain, c'est à 11h30, toujours mercredi 15 avril, demain, itinéraire de la résurrection en Terre Sainte avec François Mollier. Beaucoup d'entre vous l'ont suivi la semaine dernière sur l'itinéraire de la Passion. Et ils sont finis les jours de la Passion, donc c'est l'occasion de plonger en Terre Sainte sur les pas du ressuscité. Voilà, jeudi 16 avril, après-demain, parcours franciscain en Ombrie avec François Mollier, toujours. C'est un itinéraire que nous avons conçu il y a une dizaine d'années, que certains d'entre vous ont peut-être déjà emprunté. Vendredi 17 avril, un voyage à la rencontre des disciples d'Emmaüs avec le père François de Sales, en direct de Terre Sainte, plus précisément de Nicopolis, où le père François de Sales habite. Nicopolis est un des 3 lieux supposés selon la tradition de cet événement des disciples d'Emmaüs. Samedi 18 avril, un voyage au cœur du désert du Wadi Rum, avec une orientation sur la transformation positive. Il s'avère que Bernard Tolek, qui est coach de dirigeants, expert en transformation positive, Bernard Tolek et moi-même étions partis en janvier dernier pour une marche exploratoire dans le désert de Jordanie, pour réfléchir à de nouveaux projets. Nous étions loin de nous imaginer que 2 mois plus tard, nous serions confinés et que cette expérience du désert prendrait toute sa saveur, nous révélerait tous ses enseignements pour mieux vivre nos confinements. Mardi prochain, 21 avril, un voyage en Grèce à la découverte des racines de l'Europe, racines philosophiques, racines chrétiennes, avec le philosophe Antoine Assaf.
Et mercredi 22 avril, un magnifique voyage en Iran autour des beautés iraniennes et particulièrement de Persépolis et de cet événement qui eut lieu à Persépolis du couronnement du Shah. Ce sera avec Frédéric Pons. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.